Donc, bienvenue dans ce forum promouvoir l'autonomie de la personne et soutenir son identité. Je m'appelle Pascal Antoine, je suis psychologue et chercheur à l'Université de Lille et j'ai l'honneur de coordonner ce forum. Alors, promouvoir l'autonomie de la personne et soutenir son identité, c'est tout un programme. Et j'ai envie de dire, c'est un programme aussi qui nous accompagne et qui est au cœur de l'esprit de ces universités d'été. On revient souvent sur ces questions et inlassablement parce que c'est un sujet qui est tout à fait inépuisable et qui s'actualise au fur et à mesure. Donc merci à tous ceux qui sont présents de participer. Je ne dis pas assister, je dis bien participer, puisque l'idée c'est qu'on participe tous et que ce ne soit pas uniquement voilà, les intervenants assis sur cette estrade qui anime les choses, mais que ce soit vraiment quelque chose qui s'anime tous ensemble, aussi bien les personnes qui sont présentes dans la salle que les personnes qui sont sur Internet, que je salue également. Alors je vous disais, on est au cœur de ces universités d'été, c'est ce qui nous réunit. Et je vais d'emblée partir de plusieurs questions et puis on va dire, donner un petit peu de cadre à ce qu'on peut entendre par autonomie, et notamment l'autonomie de quelle personne, de qui s'agit-il lorsqu'on parle d'autonomie et lorsqu'on parle d'identité. Il y a un premier point, c'est que je préférais mettre de côté toutes les questions qui pourraient porter sur la question de la dépendance, de la perte d'autonomie. Ce n'est pas le registre dans lequel s'inscrit ce forum. Et pour éviter cet écueil, j'ai été chercher, alors pas très loin, j'ai été chercher dans les conceptions en psychologie, une définition proposée par une psychologue, Carol Riff, une psychologue, chercheuse américaine qui dirige un institut du vieillissement et dont le cœur des travaux porte à la fois sur le bien-être et sur la résilience. Alors Carol Riff, psychologue du développement, elle s'intéresse à tous les âges de la vie et toutes les circonstances auxquelles nous confronte l'existence. Et dans sa conception du bien-être, elle établit qu'il y a différents piliers de ce bien-être, dont celui d'être autonome. Alors comment elle décrit être autonome ? Être autonome pour elle, c'est être indépendant dans ses jugements et ses comportements. C'est savoir résister à des pressions sociales, résister aux influences, savoir se gérer, réguler par soi-même ses décisions et ses actions, se fier à ses propres critères, se comparer à ses propres standards. Donc vous voyez ici, c'est tout un programme et on peut se demander, tout ce temps que nous sommes, dans quelle mesure on est capable d'être finalement pleinement autonome. C'est vraiment des défis qui se posent à chacun dans ce que Carol Riff décrit comme finalement une voie vers le bien-être. Et puis, comme je disais, cette autonomie elle s'inscrit aussi dans un ensemble plus complet avec d'autres piliers de ce bien-être. Carol Riff parle d'autonomie, mais elle parle aussi de maîtrise de l'environnement, comment je suis capable de me saisir des opportunités qui se présentent, de développement personnel, c'est-à-dire comment je me sens croître au fil du temps, de sens de la vie, d'acceptation de soi et de capacité à installer et à entretenir des relations positives, chaleureuses. Et on voit à travers ces différents volets que ça rejoint la question de l'identité. Donc autonomie, identité, voilà, c'est deux volets qui nous mobilisent aujourd'hui. Et puis, je vous disais, définir l'autonomie et se poser la question de quelle personne parle-t-on. L'argumentaire du forum propose, dans cet argumentaire, je pense, c'était l'évolution des maladies neuroévolutives peut rendre difficile la communication avec les personnes malades. Moi, je vais vous proposer quand même qu'on élargisse un tout petit peu le champ des personnes et qu'il ne s'agisse pas uniquement des personnes qui vivent avec la maladie, mais également des personnes qui vivent avec les personnes qui vivent avec la maladie, à la fois l'entourage, les professionnels. La question de l'autonomie, de l'identité, elle touche finalement tout ce spectre de personnes, j'ai envie de dire. Et on va aborder ici, j'ai envie de dire, l'autonomie, mais également les défis, évidemment, qui se posent en termes d'autonomie et d'identité au quotidien, dans nos relations, et puis aller sur les tensions aussi autour de l'autonomie, à partir du moment où je pense qu'il peut y avoir différentes personnes qui souhaiteraient être autonomes, eh bien, il peut y avoir des conflits entre l'autonomie de chacun.
Donc c'est toutes ces tensions, tout ce qui est mobilisé autour de ces concepts qu'on va aborder aujourd'hui. On est plusieurs à être présents déjà sur cette estrade. Je vais peut-être vous laisser vous présenter et puis expliquer ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, pourquoi ce débat, ce forum autour de l'autonomie et de l'identité vous anime et qui fait que vous avez accepté d'être présent. Et peut-être tout simplement on suit le... Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. Thomas Tanou, je suis praticien hospitalo-universitaire dans le service de gériatrie au CHU de Besançon. Ça veut dire en pratique que pour 50% de mon temps, je suis médecin gériatre et j'ai plutôt une activité, même si j'aide régulièrement les collègues dans le service, j'ai pour ces 50%-là une activité majoritaire de consultation mémoire pour les personnes âgées de plus de 75 ans, avec une orientation avec le CM2R de Besançon qui voit plutôt les plus jeunes. Donc moi, je vois plutôt les plus âgés. Et puis, pour l'autre 50% de mon temps, j'ai une activité universitaire, alors avec à la fois une activité classique d'enseignement, mais qui génère aussi un certain nombre de questions sur ces sujets-là, et puis une activité de recherche pour laquelle je suis doctorant en toute fin de thèse, je vais la soutenir dans un tout petit peu moins de 2 mois, sur finalement la place que peut avoir l'IRM fonctionnel pour aider le clinicien à évaluer l'aptitude décisionnelle. Et donc, au travers de cette thèse de sciences, mais de sciences avec un S, c'est-à-dire vraiment un regard croisé entre neurosciences, neuropsychologie, les sciences humaines et les sciences sociales, c'est vraiment toute la question de comment appréhender la question de l'autonomie décisionnelle et de la capacité à prendre une décision éclairée quand on a une maladie neurodégénérative que j'explore. Donc, c'est sur la croisée de ces regards entre ma pratique clinique et mon activité de recherche que je pourrais témoigner avec vous cet après-midi. Je suis Sylvie Frouge-Tir, je suis médecin anesthésiste dans un hôpital parisien. Ma qualité de médecin anesthésiste me confronte à des patients qui ont des pathologies neuroévolutives. J'ai travaillé dans un hôpital de spécialité où on s'occupe de patients qui ont des pathologies tête et cou, c'est dit un peu de façon vulgaire, mais ce sont à la fois des patients qui peuvent avoir des troubles visuels, auditifs, des troubles des fonctions cognitives ou des troubles physiques. Mon activité est une activité à la fois de consultation médicale et d'activité au bloc opératoire. Ce qui, je pense, fait ma spécificité, c'est la relation au temps. Le temps est compté, une activité de consultation, c'est court. Et quand on se pose les questions du respect de l'autonomie et de l'identité du patient, vous voyez bien qu'en un temps restreint, on se doit d'identifier le patient, ses particularités, et en même temps d'être à l'écoute. Alors, je suis Pascale Gérardin, je suis psychologue clinicienne de formation. Je me suis spécialisée en neuropsychologie par la suite. Et je reste clinicienne avant tout. Et je travaille dans un CM2R, le CM2R de Lorraine, qui fait partie du CHU de Nancy. Ce qui m'anime ou me guide et finalement remettre l'essentiel à sa place. Et là, je vais m'appuyer sur une des valeurs qui a été tirée peut-être de cette pandémie que Fabrice Xil resituait ce matin. C'est que finalement, nous sommes des êtres de relation, interdépendants les uns des autres. Et ce qui m'anime, c'est de remettre l'essentiel à sa place, à savoir la relation à l'autre. Et puis surtout, l'écoute de la personne qui est quelquefois malmenée. Et voilà, donc je suis ravie d'être là pour qu'on puisse échanger aussi avec vous sur ces questions-là. Merci. Donc déjà énormément de mots-clés qui ont été évoqués, de la capacité décisionnelle, du temps de consultation, du temps tout court, de la relation, de l'écoute. Donc évidemment la question de l'autonomie et la question de l'identité, on y reviendra, et au cœur à chaque fois de ces questions. Peut-être on peut commencer par aborder cette question du temps.
avec Sylvie. Cette relation au temps, elle est intégrée à l'activité de consultation. J'ai une demi-heure pour essayer de comprendre, expliquer, rassurer un patient qui peut avoir ou des troubles cognitifs ou alors une maladie neuroévolutive qui se traduit par des troubles physiques. Alors, j'avais fait une petite recherche quand on parle d'identité, truc basique, quand on accueille un patient, on lui demande son nom, sa date de naissance et on vérifie avec lui la bonne identité du patient. Ça, c'est basique et ça n'évolue pas dans le temps. Ce qui est important, c'est peut-être plutôt l'identité personnelle. Ce qui est important, c'est de voir que quand les patients ont des troubles neurocognitifs, je ne sais pas quelle réponse donner à l'identité du patient. Ce que je sais, c'est qu'on accueille une personne à un temps donné de sa vie et que ce présent, il évolue. Ce passé qui a fait de lui cette personne au présent a disparu. C'est que la personne avec des troubles cognitifs est en capacité d'intégrer, de comprendre à l'instant de la consultation. Je suis bien consciente qu'elle l'aura oublié à la fin de la consultation. Cette identité, elle peut être aussi perplexe, sachant que la personne n'est pas en capacité de me dire qui elle est. Et c'est à moi, tel Sherlock Holmes, de décrypter. Là-dessus, vous pouvez avoir des personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs. Et quand vous avez des refus de type d'anesthésie, vous essayez de comprendre pourquoi quelqu'un est dans le refus d'une anesthésie locale. Alors que c'est très facile, une chirurgie de cataracte, 2 gouttes sur l'œil, et la personne vous dit qu'il n'en est pas question. Quand vous essayez de comprendre, la personne finit par vous dire qu'elle est d'origine chilienne et qu'elle a été torturée au bloc opératoire. Et donc vous arrivez à comprendre que derrière cette personne qui à un instant T se présente devant vous, cette personne, elle est détentrice d'un passé qui vous permet de mieux appréhender le présent et donc la consultation d'anesthésie. Je pense que c'est ça qui est très important pour nous. Donc c'est un minimum de temps, comment appréhender une personne avec ce qu'elle est. Quand elle a des troubles cognitifs, ce qu'elle est très multimodal et très variable. Et puis vous avez cette notion d'anosognosie qui fait que la parole de la personne à un temps T, elle est un peu comme une plume, elle s'envole. Voilà. Merci. J'entends bien le lien qu'il y a entre, alors sur un temps très court, c'est un sacré défi, de pouvoir saisir un peu à la volée, aller puiser des informations pour comprendre pourquoi il peut y avoir un refus, pourquoi il peut y avoir une opposition. Et effectivement, c'est important. Je ne sais pas, alors si dans la salle, des personnes souhaitent prendre la parole autour de cette thématique du temps de consultation et des défis qui se posent sur ce temps de consultation pour saisir alors la question de l'identité, mais aussi la question de la subjectivité. Comment en si peu de temps on peut finalement dénouer des choses en instaurant un dialogue, en instaurant une écoute. Quelquefois, il y a de la résistance de ma part, c'est-à-dire qu'une personne avec des troubles cognitifs peut être accompagnée en consultation et il est arrivé de résister à l'accompagnant s'opposant à la prise de parole directe face à la personne aux troubles cognitifs, avec cette horrible phrase qui est de dire vous pouvez ne rien dire, de toute façon elle ne comprend rien. Je pense qu'en tant que soignant, l'identité de cette personne est à respecter. Elle n'est pas réduite à sa maladie. C'est une personne avec une maladie, mais en pratique, c'est avant tout une personne. Je me dois, en tant que médecin anesthésiste, d'expliquer la qualité de l'anesthésie, lui demander quel type d'anesthésie et de conclure. Quand vous avez des troubles de mémoire, vous n'êtes pas obligé d'avoir des troubles du jugement.
Donc ce que la personne effectivement peut dire, répondre, intégrer, peut être mis en cause le jour de l'anesthésie, puisqu'entre-temps, elle peut effectivement oublier ce qu'elle a pu décider et dire à la consultation. Donc c'est une épreuve de résistance, un enjeu pour le médecin anesthésiste de ne pas figer dans le temps la décision. Et alors, comment est-ce qu'on peut favoriser l'expression par la personne de ses choix, ou comment on peut, dans ce petit temps clinique, s'assurer que la personne a bien compris, a pu saisir les enjeux pour elle? Je vais dire que je n'essaye pas de savoir si elle comprend. Je pense plutôt discuter avec elle, lui donner les explications. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des troubles cognitifs pour ne pas comprendre ce qu'on vous dit, parce que des fois, les gens ne sont pas en capacité d'intégrer. L'explication, elle est assez multimodale. La réception de l'explication, elle est aussi multimodale. Tout dépend je dis multimodal dans le sens où votre capacité de compréhension, elle est très définie par votre environnement social, votre niveau d'études. C'est un peu comme l'appréhension de la douleur. On n'est pas figé. Alors, savoir si les gens ont compris, en anesthésie, c'est un peu curieux parce qu'on se doit de faire signer un consentement. Moi, je pense qu'avant tout, on se doit d'essayer de soigner la personne. Vous avez des enjeux, avoir des troubles cognitifs et ne pas voir. Je pense qu'il est important d'essayer de faire comprendre à la patiente qu'elle sera peut-être satisfaite de lire, de mieux voir la télévision et de pouvoir communiquer avec d'autres. L'enjeu n'est pas de comprendre, mais plutôt d'échanger. Donc on n'en reste pas à ce document qu'il s'agit de signer, avec un document qui est rempli de termes médicaux, mais il s'agit finalement d'adapter aussi en fonction des goûts, des valeurs, des intérêts de cette personne, pour lui traduire finalement dans son quotidien l'intérêt de l'anesthésie ou du geste chirurgical qui va être... On a un devoir d'explication. Après, et on a également un devoir d'explication du positif et du négatif. Énumération négative qui ne me convient pas, là aussi c'est une forme de résistance, c'est-à-dire que l'on peut énoncer des bonnes nouvelles, énoncer toutes les complications inhérentes à l'anesthésie générale ne me paraît pas une bonne chose. Si le patient demande, on peut avoir un catalogue d'énumération de mauvaises choses. Vous avez la fameuse phrase interrogative du patient qui va vous dire « c'est grave docteur ». Après plus de 30 ans d'expérience, je ne sais toujours pas répondre à la question. Donc je renvoie la question. Il ne faut pas oublier qu'en l'absence de troubles cognitifs, les maladies neuroévolutives peuvent se manifester par des troubles physiques. On est amené également à accueillir des patients qui sont assez impassibles et emprisonnés dans leurs troubles physiques, comme peuvent l'être des patients avec des scléroses en plaques évoluées. Quand vous avez une spasticité, une tétraparésie, l'aspect physique du patient est trompeur. Vous n'avez pas l'impression qu'il comprend ce que vous dites. Et en pratique, vous avez une barrière à effondrer. Le patient comprend parfaitement, mais il n'est pas en capacité d'échange. Et ça aussi, il faut essayer de percevoir ceci et ne pas rester derrière une facilité et considérer le corps, mais vraiment considérer la personne comme une personne. Ok. Merci. Alors, je ne vous lâche pas tout de suite. J'avais encore une question à vous poser. Vous évoquez la question de la présence simultanée, de la présence conjointe du patient, de la personne malade et d'un proche. Et que parfois, ça peut être compliqué à gérer, cette coprésence.
Qu'est-ce que vous entendiez par... à quelles difficultés vous pensez d'une part? Et puis, c'est pas que des difficultés, j'imagine que aussi c'est parfois un vecteur de facilité, le fait que le proche puisse être présent. Le proche aidant, c'est facile. Il traduit avec ses mots ce qu'on est en train de dire au patient. Donc il y a effectivement pas un dialogue, mais un trilogue qui peut s'établir. C'est plus difficile quand l'accompagnant nous reprend et nous met en garde en disant qu'il est complètement inutile d'expliquer au patient ce qu'on lui propose, puisque le prérequis est de dire il ne comprend pas, il ne comprendra pas et ne perdez pas votre temps. Et donc le conflit est plus envers l'aidant. Quand je lui dis que j'ai compris ce qu'il me disait, mais que mon métier est d'expliquer aux gens et de passer au-delà du handicap présumé, et que je n'en démordrai pas, c'est-à-dire que j'explique, que le patient comprenne 1% de ce que je dis ne me dérange pas, mais je fais mon métier comme je pense devoir le faire, c'est-à-dire je résiste à une certaine pression et je n'en démordrai pas. Vous êtes pleinement autonome alors? Je ne suis pas autonome parce que j'ai 30 minutes pour essayer de résoudre ma consultation d'anesthésie. D'accord, ok. Je ne sais pas si l'un de vous, autour de cette triade, des fois entre le professionnel, l'aidant, la personne malade, si vous voulez rebondir là-dessus. Peut-être quelques mots. Alors, moi, j'ai un rapport au temps en consultation qui est tout à fait différent puisque j'ai la chance d'avoir des consultations de gériatrie qui durent 1h30. Donc, évidemment, le rapport au temps n'est pas le même. De fait, l'appréhension qu'on peut avoir de ce positionnement est tout à fait différent. Les patients, juste pour vous situer un petit peu le contexte, qui arrivent en consultation dans notre service, arrivent exclusivement à la demande de leur médecin traitant. Ce n'est pas de la consultation directe. Donc j'ai déjà une demande, j'ai déjà un contexte. Je sais pourquoi les patients sont là. C'est plus ou moins renseigné, mais c'est renseigné. Pour autant, la première question systématiquement posée est posée au patient en le regardant droit dans les yeux alors que l'on demande la présence d'un aidant dans la consultation. Et la question posée est de dire bonjour et de demander aux patients comment ils vont et pourquoi ils sont là. Évidemment que je le sais, mais je ne sais pas pourquoi eux sont là. Je sais pourquoi ils ont été convoqués à venir en consultation. Et en fait, ça permet de rentrer dans la consultation en parlant de la personne, de son ressenti, y compris en faisant face à la nosognosie, et de comprendre la question de la personne qui n'est probablement pas la même que la question du médecin qui l'adresse. Et en faisant ça, bien après, je vais essayer, mais j'ai la chance d'avoir le temps pour ça, de dérouler toute la consultation en associant la demande du patient et la demande du médecin, et en essayant d'approcher les deux, voire les trois, parce que souvent l'aidant a sa propre demande, et donc de faire une espèce de triangulation entre celui qui n'est pas là mais qui a fait la demande, sans quoi le patient ne serait pas là, celui qui est là et qui est le principal concerné, et puis celui que j'essaye d'associer dans la consultation comme une sorte de garant d'objectivité, même s'il n'est pas complètement objectif, mais qui finalement est celui que j'interroge presque au sens de la personne de confiance, c'est-à-dire que je ne l'interroge pas pour savoir ce qu'il pense lui, mais que j'interroge pour savoir comment je dois positionner le discours du patient, en général anosognosique, par rapport à une réalité vécue à domicile. Et en ayant cette espèce de triangulation, on arrive à s'approprier progressivement un petit peu de l'identité et des vécus de la personne. Je lui demande comment il fait ses loisirs, je lui demande ce qu'il fait, ce qu'il aime. Quand il me dit qu'il lit plein de livres et qu'après, l'aidant me dit qu'il ne lit plus du tout, il y a des informations à prendre de ça. Mais du coup, il y a des informations sur ce qu'aime la personne et donc sur ce qu'est la personne. Et finalement, c'est comme ça que je vais chercher son identité de façon à pouvoir comprendre qui elle est et pour cheminer tout au long d'une consultation qui, soyons très clairs, dans 90% des cas,
va aboutir sur l'annonce d'une maladie neuroévolutive, donc va aboutir sur quelque chose qui va irrémédiablement changer le statut de la personne. Et donc à ce moment-là, il va falloir s'être suffisamment approprié son identité pour pouvoir respecter dans l'annonce qui va être faite l'équilibre entre son identité et la modification de son identité que l'on va introduire par le fait d'inscrire la personne dans une démarche de soins et dans un cheminement de soins qui sera celui de l'identifier comme malade, alors que souvent, les patients ou les familles arrivent avec un discours qui est « oui, il y a des troubles de la mémoire, mais c'est l'âge ». Et donc, on va faire rentrer cet âge dans un cheminement qui est bel et bien celui d'une maladie. Et c'est là où on trouve l'équilibre. C'est peut-être ce que je voulais dire en rebondissant sur la notion d'identité et de temporalité. Et alors, lorsque l'aidant qui est présent suggère que s'il y a un diagnostic, il ne faut absolument pas l'annoncer. D'une certaine façon, il s'oppose à ce que tu lui communiques, que tu communiques à la personne malade le diagnostic. Comment réagir à ça, sachant que ce diagnostic, il fait aussi partie du parcours de vie, il va participer à l'identité de la personne et que tu peux te retrouver dans une situation de conflit finalement entre la personne malade et ses proches. Oui, en fait, grâce au temps que l'on a en consultation, honnêtement, cette situation arrive peu. Elle arrive, mais c'est très rare. Elle arrive peu parce que finalement, sur l'heure et demie de consultation, il y a largement 3/4 d'heure de discussion. Elle paraît anodine, cette discussion, mais elle est absolument essentielle parce que finalement, mon diagnostic, moi, je le fais pendant la discussion. Parce qu'on parle des loisirs, parce qu'on parle de l'activité, parce qu'on parle de la vie antérieure, parce que je leur demande, s'ils lisent le journal, de me rapporter des faits d'actualité qui les ont marqués. Et s'ils me rappellent un fait d'actualité de la semaine dernière, ou si quand je leur demande de me parler d'un fait récent, ils m'expliquent quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans, on a comme ça des moyens d'avancer dans la notion diagnostique. Ce qui signifie que les tests neuropsychologiques de repérage que je fais en consultation, je ne les fais absolument pas pour moi à visée diagnostique, mais je les fais en présence de l'aidant, dans une logique pédagogique. Moi, j'en ai pas besoin en fait de ces tests. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas des tests neuropsychologiques qui posent un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée. Donc en fait, ces tests, ils ont une vocation finalement d'outils de communication pour permettre à tout un chacun de faire apparaître progressivement au cours de la consultation le diagnostic comme une évidence. Nos collègues en soins palliatifs au CHU nous disent, quand vous êtes face à une réunion collégiale, et on va parler après de la collégialité, ce qu'il faut pour éviter les conflits avec les familles, c'est montrer que ce n'est pas vous qui décidez, mais la situation qui s'impose à vous. Eh bien, d'une certaine façon, j'applique un petit peu le même processus en consultation. C'est-à-dire qu'à la fin de la consultation, quand je leur dis, voilà, on va discuter des hypothèses diagnostiques, des éléments qui vous ont amené ici, eh bien, je rebondis, c'est-à-dire que je leur dis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette consultation ? Je demande aux patients, qu'est-ce que vous avez pensé de la consultation qu'on a eue ? Qu'est-ce que vous pensez du test que l'on vient de faire ? Je demande à l'aidant, qu'est-ce que vous en pensez ? Et je reformule ce qu'ils ont dit pour amener à un diagnostic. Et de fait, finalement, c'est la façon dont eux l'ont dit qui amène à être inclusif dans la consultation et donc à ce que l'annonce se fasse assez simplement. Merci. Donc finalement, quel que soit le temps très court, le temps plus long, plus confortable, l'enjeu est toujours de repartir de l'identité, d'aller chercher du côté de l'identité, d'aller puiser là-dedans et d'inscrire finalement la consultation dans la continuité de cette identité et de favoriser la communication, l'écoute, pour amener finalement les parties en présence à pouvoir dialoguer avec vous. Pour revenir peut-être pas uniquement sur l'identité, mais également sur l'autonomie, sur des questions qui peuvent être des questions sensibles de choix qui vont, de choix ou parfois de non-choix, mais en tout cas sur des décisions qui peuvent s'imposer parfois.
qui vont toucher le quotidien, sur l'organisation à la maison, sur plus ou moins de liberté et d'autonomie concrète. Comment faire participer la personne malade et comment faire en sorte qu'elle-même participe à cette décision. Je pense vraiment de façon très triviale à la question de la conduite automobile ou la question de faire venir des professionnels au domicile. On a parfois des conflits entre la personne malade et puis son entourage à domicile. Les uns veulent qu'il y ait une aide à domicile, les autres s'y opposent. Et là, on peut avoir littéralement vraiment des conflits d'autonomie, c'est-à-dire que suivre, on va dire, l'autonomie, le choix de l'un viendra en contradiction avec suivre l'autonomie de l'autre. On se retrouve dans des situations complexes. Et voilà, je voulais avoir aussi votre opinion de professionnel sur comment on gère ces situations complexes. Je ne sais pas qui veut, tout le monde peut y répondre. Il y a pas de, et pareil, n'hésitez pas dans la salle à nous voler le micro. Hein. Peut-être défendre l'idée de la complexité des situations, parce qu'on est face à des personnes qui, à chaque fois, on est dans la casuistique, face à une singularité de situation, mais une singularité de la personne et de sa subjectivité. Donc finalement, je trouve que toute relation à l'autre est complexe d'emblée, sans même atteinte du langage, sans même atteinte de la mémoire. Et finalement, souvent, moi, à travailler avec des personnes qui ont des troubles cognitifs, je me remets en cause et je me dis finalement, c'est à nous, soignants, entourage, proches de la personne, à nous adapter à la personne. Et ça, c'est complexe de nous adapter à l'autre, à ses attentes. Et je crois qu'on, peut-être pour aller un petit peu plus loin, peut-être bien distinguer l'identité et le sentiment d'identité, hein, qui sont finalement, ces deux notions très distinctes. Et finalement, le sentiment d'identité de la personne, ça relève aussi d'une conscience de soi. Et ça, c'est quelque chose à défendre jusqu'au bout, même avec des troubles cognitifs très, très avancés. Et moi, je me réfère souvent à une recherche d'Hellman qui date un petit peu, mais c'est une recherche autour de photos présentées à des personnes qui avaient des troubles très évolués. Et finalement, les personnes choisissaient les photos qui les représentaient, mais pas à leur âge, mais jusqu'à une quarantaine d'années. Elles identifiaient bien leurs propres photos. Hein. Alors, pas après 40 ans, hein, avec les amnésies rétrogrades, je crois qu'elles ne se reconnaissaient plus, mais elles se reconnaissaient sur des photos où elles étaient plus jeunes. Donc, ce sentiment d'identité, il est là, il est présent, et c'est peut-être à nous comment faire pour donner la place à la personne. Alors, donner du temps, hein, je crois que ça, c'est important. Et puis ne pas sous-estimer cette relation. Mais ça prend du temps et c'est à nous finalement à être inventifs, à essayer de trouver, on parle beaucoup d'assentiment à l'espace éthique, mais de trouver la voie pour accéder à la personne. Moi, j'ai toujours j'avais préparé quelques notes, mais finalement, ça m'a amené à repenser quand j'étais jeune professionnelle dans des activités quand je travaillais en long séjour en USLD, face à cette religieuse qui était accueillie depuis quelque temps et à qui les soignants voulaient absolument imposer le voile et sa tunique, et puis l'emmener à la messe tous les dimanches matins et un soir dans la semaine, parce qu'elle était religieuse et que finalement on se devait en tant que soignant de l'emmener à ses offices religieux. Et c'est quelqu'un qui était dans l'opposition et qui est devenue très très violente, agressive, en disant mais finalement qu'est-ce que vous êtes bigot dans cet établissement-là, qu'est-ce que c'est que toutes ces bondieuseries, arrêtez avec ça, et qui était très très agressive. Et finalement ça nous amène à nous proches finalement de saisir et d'accueillir
finalement, certes, elle était religieuse, mais peut-être que son sentiment d'identité avec ses troubles cognitifs, c'était de peut-être... alors après, cela fait partie peut-être de son histoire de vie. Bon, comment était-elle devenue religieuse? Ça, on ne le saura pas, mais finalement, je défends toujours l'idée de la complexité de la relation à l'autre, sans même atteinte cognitive, mais alors encore plus quand il y a des troubles cognitifs, et finalement, c'est à nous, proches, finalement, de nous adapter. Mais là aussi, c'est très complexe, hein. Il n'y a pas de... Alors nous avons des repères, mais il n'y a pas de cadre formel, on n'a pas de livre, on n'a pas de... Donc c'est à nous à être inventifs, créatifs, mais encore faut-il avoir l'envie d'aller vers l'autre, de donner le temps, de donner l'espace pour cela. Et ça, c'est à mon avis l'essentiel. Mais ce n'est pas facile, c'est clair. Peut-être, j'avais par rapport à la question posée tout à l'heure, j'avais deux grandes idées de réponse. La première, je vais aller très vite parce que je bois tes paroles et je les partage complètement. Mais bien souvent, dans les lieux communs partagés sur la maladie d'Alzheimer, je ne parlerai pas des maladies neuroévolutives du sujet plus jeune que je maîtrise très mal, mais dans tout le champ des maladies d'Alzheimer et maladies apparentées, on parle, pour simplifier la discussion, de maladies de la mémoire. Et dans le grand public, c'est entendu comme une maladie souvent de la mémoire ancienne. Et les gens disent « mais je me souviens très bien des choses anciennes et ça ne doit pas bien être Alzheimer ». Et finalement, si on leur explique que c'est une maladie de la mise en mémoire, et donc que ce qui fait difficulté, c'est d'enregistrer une information nouvelle, on change le regard et on se rend compte que ce n'est donc pas une maladie de la mémoire, c'est une maladie de l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'en pratique, ce qui fait difficulté quand on a des troubles de la mémoire immédiate, ou des troubles de l'encodage, c'est donc de s'adapter à chaque instant à un environnement ou un interlocuteur nouveau. Et donc je crois qu'il y a un vrai travail de pédagogie et de communication à faire autour de la question, non pas de maladie de la mémoire, mais de maladie de l'adaptabilité. Je ne reviendrai pas plus là-dessus parce que ça a été très bien développé. Peut-être un petit retour sur, pour le coup, non pas ma casquette de clinicien, mais ma casquette de jeune chercheur, de doctorant. La question de la capacité décisionnelle. On entend souvent parler de la prise de décision et on en parle comme un instant T ou finalement comme quelque chose de très binaire. La capacité la prise de décision, c'est avant tout à voir comme un processus. C'est donc quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est quelque chose qui est délibératif. Le résultat sera la décision. Mais en fait, la prise de décision s'inscrit dans le temps. Et ça, je crois qu'on a parfois tendance à l'oublier et à voir de fait la capacité décisionnelle comme quelque chose de très binaire. On est capable ou on n'est pas capable de prendre une décision. Et voire même parfois avec des liens avec le milieu juridique, on n'est pas sous tutelle, on n'est pas sous curatelle, on n'a pas de mesure de protection juridique, on est capable et reconnu comme tel, et d'un seul coup on a une mesure de protection, même si la loi est plus subtile que ça, mais la pratique courante amène à dire de toute façon il est plus capable. Il faut bien garder en esprit qu'il y a probablement plutôt une notion de continuum. La première question qu'on peut se poser, c'est, indépendamment de tout trouble cognitif, est-on autonome quand on est malade ? Avec 42 fièvres, avec, vous entendez au reste de mon angine ou de ma trachéite, de toute façon des éléments de gêne fonctionnels, quand on vient nous proposer quelque chose, on n'est pas complètement autonome dans notre prise de décision. Donc, finalement, on nous parle beaucoup du consentement libre et éclairé. De base, indépendamment de troubles neuroévolutifs, je ne suis pas bien sûr que ce consentement soit ni libre, ni éclairé. Et je voulais peut-être nous interroger collectivement sur le fait que plutôt que consentement libre et éclairé, on pourrait parler de décision libre et éclairée parce qu'on a utilisé les uns les autres deux mots, parfois comme synonymes alors qu'ils n'ont rien de synonyme. L'opposition et le refus. On entend beaucoup parler de refus de soins. Le refus, par définition, est quelque chose qui finalement s'apparente au consentement, mais à l'inverse. Le refus est censé être libre et éclairé.
tandis que l'opposition est un comportement. L'opposition, on est dans le champ comportemental, qui peut être l'expression comportementale d'un refus, mais qui peut être une incompréhension, qui peut être tout un tas de choses qui ne sont pas du refus stricto sensus. Et donc, il faut vraiment comprendre, et c'était très bien dit tout à l'heure, tous les enjeux autour de la prise de décision. Et ces enjeux, ils sont complexes. Et souvent, ces enjeux, ils ne s'appréhendent pas en une fois. Il y a vraiment une notion de continuum et donc de rapport au temps. Or, ce rapport au temps, précisément dans la maladie d'Alzheimer et dans les maladies apparentées, il est délicat du fait des troubles de l'encodage et du fait de la nosognosie. Et donc, ça devient extrêmement complexe d'avoir un éclairage sur la prise de décision de la personne. Il y a un troisième élément que l'on a aussi tendance à oublier dans les maladies neuroévolutives, surtout dans les phases débutantes, c'est que dans les premiers éléments qui accompagnent souvent la maladie d'Alzheimer, encore une fois, pas toujours, mais souvent, il y a les manques du mot. Alors ce manque du mot, il n'est pas forcément flagrant au début, mais il vient sur des mots qu'on utilise peu. Or, le langage médical, quand on n'est pas médecin, fait précisément partie des mots qu'on utilise peu. Donc, on demande à quelqu'un de prendre une décision face à quelque chose dont il ne maîtrise pas complètement le sens, d'une part, et d'autre part, les mots qu'il va employer pour nous répondre ne sont pas nécessairement exactement les mots, enfin, ils ne donnent pas exactement le sens que nous on entend. Donc ça nécessite d'être extrêmement attentif. Et finalement, ça amène vraiment à réfléchir à la complexité de la prise de décision, et je pense qu'il faut vraiment redonner ce sens noble à la complexité. La complexité, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose où aujourd'hui nos systèmes de santé ne veulent pas trop aller dedans, ne veulent pas nous donner ce temps-là, mais il est nécessaire. Et puis, la prise de décision, si on respecte cette complexité, elle nous amène à quelque chose autour de la prise de décision partagée, donc finalement de la prise de décision en collégialité, à minima avec la personne accompagnante, mais aussi notamment dans les services cliniques, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment avec l'ensemble des soignants. Dans les institutions, dans les EHPAD, c'est quelque chose qui est, j'imagine, fait aussi. Peut-être pas toujours autant qu'on le voudrait, mais qui est fait. Et puis, les réflexions de la gériatrie, des sociétés françaises ou américaines ou anglaises de gériatrie, valorisent de plus en plus souvent à la fois cette décision partagée, le shared decision making, mais aussi l'objectif de centrer les soins sur la personne, que les anglophones appellent le person-centered care, en définissant des objectifs. La Société américaine de gériatrie les a d'ailleurs définis avec les 5 M, tout ce qui est autour de la cognition, tout ce qui est autour de la médication, de la mobilité. Je vous passe, mais surtout le dernier M, le 5e, c'est What matters most. Donc, qu'est-ce qui importe le plus pour la personne, et de façon à recentrer l'objectif de la prise de décision sur recueillir les informations de l'entourage pour centrer sur la personne l'ensemble de la position de soins que l'on va prendre collégialement. Voilà, c'est un petit peu ces réflexions que je voulais partager avec vous cet après-midi.